80% d'entre vous ont répondu non à la question « Est-ce que la révolution solaire a vraiment marché pour vous ?» Les réponses étaient certes peu nombreuses, mais la tendance était claire. Je me suis donc dit que ça valait une réponse honnête de ma part sur ce qu'on peut attendre d'une révolution solaire, quelles sont les limites de cet outil et comment fonctionne-t-il vraiment. Tout commence avec la naissance de la philosophie. À ce moment-là, l'homme se pose une question assez vertigineuse. Quelle est sa place dans l'univers? Et au fond, quel est son rapport au temps? Aristote, lui, il arrive avec une idée simple. Le temps, pour lui, n'est pas une chose à part, il est collé au mouvement. Il se mesure par un avant et un après, comme si le temps, finalement, naissait du changement. Et il ajoute quelque chose de plus fin. Le temps dépend d'une rencontre, celle entre le monde qui bouge et moi qui vais le percevoir. Autrement dit, c'est pas parce que je vois le changement, pas parce que je le ressens, que je peux en faire du temps. Le temps n'est donc pas le mouvement en lui-même. Il est déjà une manière de vivre ce mouvement, une manière de sentir le changement. Alors, ce temps mesurable, linéaire, les Grecs l'ont nommé chronos. Attention, à ne pas confondre avec Chronos qui deviendra Saturne. Chronos, lui, c'est le temps qu'on peut compter, celui des avant et des après. Un temps qu'on découpe, mais aussi qu'on peut organiser, le temps au sens strict du terme. Et puis les Grecs sentent autre chose, que tous ces mouvements mis bout à bout ne forment pas seulement du temps, ils finissent par former aussi une vie. Et une vie, elle a aussi une forme, elle a une courbe, une trajectoire. Quelque chose qui s'apparente à un destin. Alors ils utilisent un autre mot, beaucoup plus ancien, qui vient du langage lyrique, aion. Aion, ce n'est pas seulement le temps qui passe, c'est le temps vécu, l'expérience d'une vie entière. C'est ce qu'on peut décliner en âge, en destinée, en génération, en ère. Et puis, il y a le présent, celui où l'action est en train de se jouer. Celui-là, les Grecs l'appellent kairos. Et c'est précisément lui qui intéresse les astrologues de l'Antiquité. Parce que si on y réfléchit bien, dans cette définition du temps et de sa perception, l'homme s'intéresse avant tout au bon moment pour agir. Mais au fond, tous ces moments racontent la même histoire. L'homme est en train de trouver sa place dans l'univers et à se concevoir surtout dans le mouvement des choses. Il se situe dans l'existence. Et dans ce moment-là, agir au bon moment n'est pas un détail, c'est finalement ce qui rend l'action juste, ce qui rend les choses opérantes et efficaces, ce qui lui donne du poids. Oui, parce qu'il faut bien imaginer qu'à cette époque, on n'agit pas seulement pour soi, on agit pour un groupe, on agit pour l'ordre commun. Et c'est justement en agissant au bon moment qu'on se valorise, qu'on gagne sa place et qu'on devient utile. Alors dans ce contexte, quand les astrologues antiques parlent de retour d'un astre, évidemment, ils ne parlent pas encore de révolution solaire au sens où on va l'entendre aujourd'hui. Non, ils parlent d'abord d'un repère astronomique, d'un moment clé, d'un point précis dans le ciel qui permet de revenir au thème natal et d'affiner la lecture. Les siècles passent et c'est véritablement à la Renaissance que quelque chose va se produire avec Galilée et ses lois du mouvement. On redéfinit la notion même de temps, de cycle et avec elle, évidemment, la place de l'homme dans ce nouvel univers. Parce qu'à partir de là, le temps devient un flux linéaire, un temps qui s'écoule mais sans rupture. Plus tard, Newton va le systématiser et il va en faire un cadre de référence en donnant à tout le monde une structure plus cohérente où le temps est identique pour tout le monde. Un temps qui avance et qui oblige finalement à fixer des repères stables. Et c'est aussi à cette époque, grâce d'ailleurs aux travaux de Tycho Brahe, que le mouvement du Soleil devient suffisamment bien connu pour établir sa révolution annuelle. Enfin, là, on a un cadre pour créer un outil comme la révolution solaire, qui devient maintenant une possibilité évidente. Morin de Villefranche va d'ailleurs la systématiser dans le livre 23, en fixant le Soleil comme repère annuel.
Là, le repère, ça va véritablement devenir une façon de vivre le temps, hein. Une façon de se dissoudre dans ce flux continu qui passe, qui avance et sur lequel, au fond, notre action n'a pas de prise. Fixer des repères, fixer des dates, fixer une année, ça donne au temps une forme que l'esprit peut comprendre, une forme que la société peut naturellement organiser. Alors finalement, c'est pas un hasard si la question fondamentale de l'homme se déplace au fil du temps, puisqu'on n'est plus vraiment intéressé pour savoir quand est-ce qu'est le bon moment pour agir, mais plutôt qu'est-ce qui m'attend l'année prochaine. Le temps, ce n'est pas seulement quelque chose qui passe, c'est aussi quelque chose qui s'active dans des lieux précis. Je vous explique. Je suis née un jour sur Terre, à une heure X, à un endroit Y. Et tout ça a déterminé ma carte natale et ses secteurs de vie. Ma vie s'inscrit donc dans un temps continu, un flux qui défile quoi qu'il arrive. Mais si je veux étudier une portion de ce flux qui n'existe pas encore, je dois la relier à mon propre influx. Je me fais renaître le jour de mon anniversaire dans le lieu où je me trouve à ce moment-là. On parle ici d'une renaissance symbolique qui crée une nouvelle carte avec une nouvelle domification, donc de nouveaux secteurs de vie. C'est un espace flottant, virtuel, mais que l'on a construit sur un repère fiable, celui du retour exact du Soleil. Autrement dit, sur une même ligne temporelle qui s'écoule de façon linéaire, deux temporalités se rencontrent et elles ouvrent un champ d'exploration encore non vécu. En fait, j'aime bien dire qu'on courbe métaphoriquement le flux du temps pour créer des passerelles vers des secteurs opérants. Ce sont des espaces où les forces de l'année peuvent réellement agir dans le temps qui est en train de s'écouler. Bon, on vient de créer un paradoxe, mais celui-ci va nous servir puisqu'il va donner du sens à la lecture. Mais on va prendre un exemple pour que ce soit beaucoup plus concret. Si dans le thème natal, vous avez votre soleil en maison 10 et qu'en révolution solaire, cette maison tombe en 5, cela peut se vivre comme une extension créative de la réalisation sociale. On reste dans la reconnaissance sociale, mais à travers un décor d'affirmation de soi. Bon, finalement, c'est quelque chose d'assez simple. Mais ce qu'il est moins, c'est quand on ne relie pas cette lecture à la réalité, c'est-à-dire à la ligne temporelle du vécu, celle sur laquelle vous opérez, celle du thème natal. Sortir de ce champ-là peut amener vraiment à de très mauvaises interprétations. Non pas parce que la lecture serait fausse, mais tout simplement parce qu'elle n'est pas opérante pour la personne. On va prendre un autre exemple. Imaginons que la maison 3 de la révolution solaire tombe dans la maison 6 du natal. On pourrait parler de déplacements quotidiens, de formalités, de relations avec des collègues, etc. Mais si en réalité la personne est malade et qu'on a besoin de soins réguliers, de rendez-vous, d'une organisation quotidienne autour de la santé, tout ce qu'on vient de dire ne correspond pas vraiment à sa vie. La lecture n'est pas fausse, mais elle n'est juste pas reliée au réel. Il faut aussi savoir que toutes les maisons ne sont pas des secteurs actifs. Ça dépend de leur occupation et surtout de la dynamique créée avec le thème natal. Les maisons, n'oublions pas, déterminent où ça se joue et les résonances et les répétitions déterminent comment ça se joue. C'est vrai que quand le temps est devenu un continuum, l'homme s'est retrouvé face à une responsabilité, celle d'y inscrire sa vie. Une vie qui continue quoi qu'il arrive. Et ça, c'est pas rien. Ça peut même faire très peur. Alors forcément, l'outil évolue pour apporter des mots sur une page blanche. La révolution solaire est d'abord liée à la réalisation du thème natal, comme un moment sur une ligne temporelle qui ne cesse de défiler. Il faut d'abord la voir comme une étape, ou tout simplement le maillon d'une chaîne. Et c'est précisément pour cela que les résonances et les répétitions sont centrales. Car ce que le temps révèle d'une année à l'autre, ce n'est pas seulement des circonstances, ce sont des motifs. Et oui, parce que vous avez tout ce qui se répète presque à l'identique. Les mêmes tensions, les mêmes angles, les mêmes enjeux personnels, comme si on rejouait la même partition.
Et puis, il y a les résonances, c'est-à-dire la même énergie, mais sous une autre forme. C'est l'occasion finalement de jouer différemment une vibration du thème. Pour le dire plus simplement, la répétition rejoue le même accord, alors que la résonance, elle le transforme. Bon, sans ça, oui, la lecture peut sonner très faux, car ce que vous lisez ne correspond plus du tout à la musique de votre thème. Et c'est là pour moi la vraie force de la révolution solaire, parce que c'est inutile de chercher à savoir exactement ce que vous allez vivre, c'est plutôt chercher un climat, les forces en présence si vous voulez, les dynamiques qui sont disponibles, ce qui s'active dans la structure de l'année, et avec quoi surtout vous allez devoir composer. On va prendre un exemple très simple. Un carré natal qui devient un sextile en révolution solaire, ce n'est évidemment pas une disparition de la dissonance, absolument pas. C'est une tension de fond qui existe déjà dans le thème, qui est toujours là, mais sous une autre forme. Ce qui crée évidemment une autre disposition pour le climat de l'année qu'on va pouvoir optimiser. En revanche, si l'aspect se répète tel quel, alors on est face à un schéma qui pousse à expérimenter d'une autre manière. Alors moi aussi, je vais déplacer la question qui ne devrait plus être qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, mais plutôt quelle intention je vais poser. Et maintenant, je dirais que c'est à vous de jouer. Hiérarchiser le temps, ça permet de rendre les choses beaucoup plus claires, surtout dans une lecture de révolution solaire. Vous êtes prêts? On part mener l'enquête. On suit notre fil conducteur pour avoir une lecture opérante. Et pour ça, il y a des personnages clés à interroger. Je les appelle les maîtres du temps. Ils sont 3. Le maître de votre soleil natal, le maître de votre ascendant natal et le maître du nouvel ascendant en révolution solaire. Celui-là, c'est le maître de l'année. C'est lui qui donne la direction. Ces 3 maîtres représentent l'énergie de fond. Ils sont liés chacun à un secteur et créent des passerelles avec le thème natal, comme on l'a vu dans la partie sur les maisons du temps. Ils investissent chacun un signe et une maison en révolution solaire. À eux 3, ils dessinent déjà le décor de l'année. Je vous donne un exemple. Vous êtes Balance, ascendant Vierge, et votre ascendant de révolution solaire tombe en Capricorne. Les maîtres seront donc Vénus, Mercure, Saturne. Et Saturne devient le maître de l'année. Continuons. Imaginons Saturne conjoint Vénus en maison 10 en Scorpion. On comprend tout de suite que l'année pousse à construire, se repositionner, mais aussi transformer ce qu'on donne à voir. Mercure, lui, il est en Balance, en maison 9. Ça ajoute une dynamique mentale, recul, arbitrage, justesse. Si maintenant on ramène ça à la personne, Balance avec un ascendant Vierge, mais avec une année sous la coupe de Saturne, on en déduit que ces ressources naturelles vont être mobilisées dans une logique de construction durable, beaucoup plus exigeante, mais profondément structurante. Élémentaire, mon cher Watson. Voilà déjà un aperçu du climat en quelques minutes. Maintenant, à vous de relier cette lecture à votre thème grâce aux passerelles. Dans notre exemple, si la maison 9 de la Révolution est reliée à la maison 2 du natal et la maison 10 à la maison 3, on peut en déduire que cette mise en place stratégique vise à renforcer votre sécurité et à développer un réseau de proximité. On parlera ici d'ambition et d'aspiration. Allons donc, mon cher Watson, l'enquête n'est pas encore terminée. Ensuite, vous évaluez comment les motifs du thème natal retentissent dans l'année. Est-ce que c'est une répétition ou une résonance? Est-ce que ça rejoue le même accord ou est-ce que ça le transforme? Ensuite, vous faites le même travail avec les éléments vraiment dominants de la révolution. Mars, la Lune, les conjonctions aux angles, les planètes qui touchent les maîtres. Et c'est tout. Élémentaire, mon cher Watson. Inutile d'en rajouter parce que trop d'indices brouillent la piste. Nous avons déjà tout pour remonter le fil du temps et interpréter notre histoire avec plus de justesse. Alors maintenant, à vous de jouer, mes chers Watson.